Bonjour à toutes et à tous. D'abord, est-ce que tout le monde m'entend? Non. Vous m'entendez? Bien. Bon, je vais donc essayer, non pas de répondre par oui. Alors, tu m'as dit que c'était là. Non pas de répondre par oui ou par non à cette question de 21e siècle, est-il le siècle de l'Afrique, mais d'essayer de vous donner un certain nombre d'éléments tirés de l'état des lieux qu'on peut faire aujourd'hui et qui vous permettront de construire vous-même votre opinion pour savoir si le 21e siècle sera ou est, oui ou non, le siècle de l'Afrique. Je le dis d'autant plus que ma fonction de consultant international depuis 1987 sur l'Afrique, sur les migrations et plus récemment sur l'islamisme radical, fait que notre travail n'est pas de défendre une thèse. Notre travail est de donner aux gens les informations nécessaires et donc de lutter aussi contre la désinformation ambiante pour permettre à chacun de faire d'avoir son opinion en connaissance de cause. Alors, pour être un peu plus précis, ah non, je devais avoir théoriquement une image. Voilà. Voilà. Je vais dire d'abord que je suis consultant sur l'Afrique depuis 1987, ce qui veut dire que je travaille à la fois au Maghreb et surtout dans l'Afrique subsaharienne francophone, où je crois avoir été dans la quasi-totalité des pays de l'Afrique francophone, et j'y allais à deux titres. Un côté sympathique qui était d'aider au développement solidaire, de participer notamment aux opérations concernant la formation, l'éducation, les loisirs et notamment les éditions. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Bon. Donc, de participer notamment aux opérations concernant les éditions, puisqu'une grande partie de mon travail consiste en fait à permettre aux Africains d'avoir des manuels écrits par eux, illustrés par eux, gérés par eux, imprimés par eux et distribués par eux, et non pas par des grandes firmes françaises ou canadiennes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans un pays, le Sénégal, où je suis allé 28 fois, les manuels sont faits par eux, et c'est moi qui ai un petit peu mis, alors je ne vais pas utiliser l'expression sur les rails, puisqu'on m'a dit tout à l'heure que sur les rails, en période de grève de la SNCF, c'était certainement une mauvaise métaphore. Donc j'ai fait en sorte que le travail puisse être commencé et il a été fini par les Africains eux-mêmes. Ça, c'est le côté sympathique. Il y a un côté qui est beaucoup moins sympathique, qui est le travail d'audit. Une de mes fonctions est d'aller en Afrique pour voir si l'argent qui est donné par des organismes internationaux a bien été utilisé pour ce qui était prévu. Autrement dit, est-ce que vous avez fait ce qui était prévu de faire? Est-ce que vous avez fait des choses qui n'étaient pas prévues? Il n'y a pas grand-chose en général. Et est-ce que vous n'avez pas fait un certain nombre de choses qui étaient prévues? Et pourquoi? Le but n'étant pas d'accuser, mais d'essayer de comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas. Alors ça, c'est la fonction que j'exerce en Afrique. Je devrais dire plutôt j'exerçais à IS, parce que depuis 2013, j'ai mis la sourdine à mes activités en Afrique,
notamment en voyant la montée de l'islamisme radical chez les jeunes cadres africains, ce qui est un phénomène relativement neuf, car autrefois l'islamisme radical remontait dans les couches les plus précaires ou les plus pauvres de la population, et aujourd'hui l'islamisme radical a une importance majeure chez les jeunes cadres qui seront les futurs dirigeants africains de demain. Parallèlement, je travaille en France avec les diasporas maghrébines et africaines. J'ai coordonné scientifiquement pour l'association Solidarité Internationale l'exposition sur la caravane de la mémoire qui circule depuis 3 ans dans toute la France, et je coordonne aussi scientifiquement l'ouvrage qui va sortir sur la question. Donc, ma fonction de consultant, oui, va me le rappeler. Rapidement, oui. Je veux, quoi, j'appuie là-dessus? Ça me gêne. Oui, voilà. Ok. Donc, ma fonction de consultant s'est aussi traduite par un certain nombre d'ouvrages. J'ai fait effectivement un ouvrage sur l'histoire de la présence française en Afrique depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. J'ai même commencé un tout petit peu avant pour parler de la traite arabo-islamique, parce que si on ne parle pas de la traite arabo-islamique, on ne comprend rien à la traite atlantique. J'ai fait un ouvrage sur l'islamo-business et je viens de sortir l'ouvrage qui n'est pas politique, mais qui est un ouvrage sur l'histoire du rêve méditerranéen, qui est sorti il y a 2 mois chez Michel Bravo. À part cela, j'ai aussi une activité d'auteur et je fais un certain nombre d'ouvrages dont le point commun est de faire ce que personne ne fait ou n'ose faire. Alors ça fait un peu touche à tout, ça fait un peu bon à rien, mais mon souci, c'est effectivement de considérer que si la littérature a un sens, c'est faire ce que les autres ne font pas. Je prends juste 2-3 exemples. J'ai fait le premier dictionnaire de la littérature de jeunesse, l'abécédaire de la littérature de jeunesse du XVIe siècle à aujourd'hui en France et dans les plus grands pays du monde. C'est 40 ans de travail, mais personne ne l'avait fait. Et donc, ça me paraissait important de laisser une trace, puisque quand je serai mort, eh ben, ça continuera. J'ai fait un ouvrage sur Jules César. Vous me direz, ça c'est pas original. Il y a plein d'ouvrages sur Jules César, sauf que j'ai fait l'enfance de Jules César. Et ça, personne n'a fait l'enfance de Jules César. Quand Jules César, à 11 ans, était chef de bande dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un quartier sensible, le quartier Suburre de Rome, et j'ai pu reconstituer un petit peu son enfance. J'ai fait un ouvrage sur le tour du monde en 80 cocktails. Alors on me dira, bah, ça c'est pas original, des ouvrages sur les cocktails, il y en a des tas. Oui, sauf que le mien est un tout petit peu différent, puisque au-delà de la fabrication du cocktail, ce qui m'intéresse, c'est à quoi rêve-t-on quand on boit un cocktail. Et donc j'ai demandé à un aquarelliste de me faire 80 aquarelles pour traduire ce à quoi on rêve quand on boit un cocktail. Ces ouvrages sont là, vous pourrez les consulter. Je ne vais pas continuer à parler de moi là-dessus, puisque l'intérêt, c'est quand même de savoir de quoi nous allons parler sur l'Afrique. Et ce que je vais donc faire, c'est une intervention en 4 temps, faire une sorte de présentation de l'Afrique, mettre en valeur les atouts de l'Afrique, mettre en valeur les défis de l'Afrique et s'intéresser au scénario du futur proche. Alors je vais tout de suite démarrer en rappelant quand même que
c'est une question d'une très grande actualité. J'ai pris deux journaux d'optique différentes, Le Point et Le Monde diplomatique, et vous voyez que tous les deux s'interrogent effectivement sur le fait de savoir, comme le dit un peu le titre de mon intervention, si le XXIe siècle sera ou non le siècle de l'Afrique. Alors pour essayer de présenter rapidement un certain nombre de données, l'Afrique, c'est 30,4 millions de kilomètres carrés, c'est aujourd'hui 1,2 milliard d'habitants. Alors c'était plus exactement les chiffres que les Nations Unies avaient retenus en 2016. Ces chiffres n'ont pas beaucoup de sens, parce qu'il faut comprendre qu'en Afrique, il n'y a pas un état civil fiable comme il y a chez nous. Il y a des pays où non seulement il n'y a pas de véritable état civil tenu par les autorités, mais une personne peut exister sous divers noms et parfois aussi des morts continuent à exister, ce qui d'ailleurs fait que nous payons parfois un certain nombre de pensions à des gens qui n'existent plus. Pour avoir fait ce travail d'audit dans un pays africain qui était le Bénin, où je me suis donc aperçu qu'un certain nombre de personnes, et pas simplement des pensionnés, mais des gens aujourd'hui vivants, étaient des gens qui n'existaient plus ou pas sur les registres, ou au contraire existaient plusieurs fois. J'ai été déclaré persona non grata, et on m'a fait comprendre qu'il était hors de question de vous retourner dans ce pays parce que je mettais en cause des intérêts fondamentaux de la nation. Je pense que ça s'est un peu calmé depuis, j'y retournerai peut-être. Je ne pense pas que je pourrais refaire avec la liberté que j'ai eue à l'époque, parce qu'ils ne se rendaient pas compte du travail que je faisais, je ne pense pas que je pourrais faire le même travail d'audit et de pointage que je l'avais fait à l'époque. En Afrique, il y a 54 pays aujourd'hui, et qui sont différenciés en 5 zones: l'Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Et en Afrique, il y a 2000 langues, dont 5 langues qui sont couramment utilisées, qui sont essentiellement des langues coloniales. Ce qui pose, par exemple, un problème majeur pour l'enseignement, car une des questions importantes est de savoir si l'enseignement va se faire dans la langue officielle, mais qui pour certains est la langue des anciens colonisateurs, ou si ça va se faire dans des langues nationales. Sur un plan précis, au Sénégal, nous avons résolu le problème de la façon suivante. Au Sénégal, il y a une quinzaine de langues parlées, mais il y a fondamentalement 4 langues majeures nationales. Nous avons d'abord fait les manuels en français et nous avons mis en place, mes collègues africains ont mis en place eux-mêmes, puisque moi je n'ai fait que lancer l'opération, la traduction de ces manuels en poulard, en wolof, etc. et en diola, et puis je me souviens plus d'un quatrième langue. Donc, quand on parle de l'Afrique, on devrait parler des Afriques, parce que les Afriques sont extrêmement différentes les unes des autres, et c'est un peu la même chose. Quand on parle des Africains en France, on ne peut pas mettre sur le même plan un travailleur malien qui est venu pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille ou la faire venir, un intellectuel béninois
un médecin, par exemple, qui ne pouvant pas exercer comme il le souhaite là-bas, ou étant payé à un niveau qu'il ne souhaite pas qu'il considère comme n'étant pas le sien, vient s'installer dans la banlieue parisienne, ou un réfugié politique de la République démocratique du Congo. Donc de la même façon qu'il y a plusieurs Afriques en Afrique, il y a aussi plusieurs Afriques en France. Alors pour essayer de faire rapidement un bilan des divers atouts, je vais les énumérer très vite et puis je m'arrêterai sur un ou deux atouts particuliers parce que sinon on serait là jusqu'à je ne sais pas quelle heure et vous ne pourriez pas poser de questions. Or, au-delà de l'intérêt du manque d'intérêt de ce que je dis, il est important aussi que vous puissiez avoir des réponses aux diverses questions. Donc la première chose, c'est que l'Afrique est un continent très diversifié, puisque vous avez à la fois la montagne, vous avez aussi le sable, vous avez les plaines, vous avez les plateaux, vous avez le soleil, vous avez aussi la neige, et ce continent très diversifié pourrait avoir un intérêt touristique très important. Malheureusement, seul un certain nombre de pays ont compris que l'intérêt touristique consiste d'abord à avoir un pays sécurisé, parce que vous n'allez pas facilement dans un pays qui est ravagé par des luttes ethniques, par des luttes politiques ou par des luttes avec un autre pays. Contrairement à ce qu'on pense, le continent africain est très riche. On dit toujours que c'est un continent très riche, habité par des gens très pauvres. C'est Sylvie Brunel qui disait cela, et elle était bien placée puisqu'elle a longtemps travaillé dans Action contre la faim, mais c'est quand même très vrai. Il suffit de regarder par exemple le sous-sol africain et le sous-sol des côtes autour de l'Afrique pour se rendre compte que l'Afrique est un véritable réservoir en matière de métaux précieux, de métaux non ferreux, de métaux utilisables dans l'industrie. Le troisième point, et je vais y revenir un peu plus longtemps, c'est que l'Afrique est un continent extrêmement jeune. Alors pour certains, c'est un inconvénient. Moi, je crois, c'est mon point de vue personnel, que la jeunesse n'est pas automatiquement un inconvénient, qu'elle peut au contraire devenir un avantage, et de toute façon, le continent africain est très jeune. C'est aussi un continent urbanisé, de plus en plus urbanisé. Il faut bien concevoir qu'un certain nombre de métropoles africaines font entre 10 et 15 millions d'habitants aujourd'hui, et que même des toutes petites villes, autrefois, sont devenues des capitales. Rappelons-nous qu'en 1956, Nouakchott, la capitale de la Mauritanie actuelle, comptait moins d'1 millier d'habitants, et qu'aujourd'hui, elle compte plus d'1 million d'habitants. Cette urbanisation galopante qui se fait autour d'un certain nombre de métropoles pose d'énormes problèmes sociaux, politiques, familiaux, économiques, et on ne peut pas négliger cette urbanisation et aussi tous les dangers qu'elle génère. L'Afrique est un continent connecté. Alors, soyons bien clairs, on sait que dans certains pays africains et même dans certaines capitales africaines, l'électricité fonctionne au mieux 2 heures par jour. Et donc, la connexion qui suppose une électricité n'est en général appropriée que par des gens qui en ont vraiment les moyens.
Inversement, en vous promenant non seulement dans les rues des grandes villes, mais même dans des villages ou des villes moyennes, vous vous apercevez que énormément de gens aujourd'hui ont un mobile, un smartphone, un iPhone, et que cette connexion leur permet d'être en liaison avec... Hop là, donc je sais à nouveau arrêter. Je vais redemander aux camarades de Patrick de m'indiquer Voilà, je pensais bien que c'était ça, mais je n'étais pas sûr. Bon. Je reviens juste un tout petit peu en arrière. Alors, voilà. Donc c'est un continent connecté, c'est un continent qui a une croissance soutenue, même si elle est extrêmement diversifiée, je vais y revenir. Et enfin, un point très important et que je vis au jour le jour, c'est que la diaspora africaine est extrêmement active. C'est-à-dire que les communautés immigrées, et notamment en France, d'Africains, sont très actifs, aussi bien pour s'organiser que pour faciliter les migrations de ceux qui arrivent, que pour transférer des fonds à ceux qui sont restés. Alors je vais revenir sur deux éléments. Voilà par exemple la pyramide des âges en Afrique en 2015. Et ce sont des sources très officielles que j'ai prises là. Je ne vais pas développer la totalité des éléments de cette pyramide, mais vous voyez que globalement, plus de la moitié des Africains ont aujourd'hui moins de 20 ans. C'est quand même extrêmement important, et ça pose d'ailleurs un autre problème sur lequel on va revenir, c'est le problème de la croissance démographique de l'Afrique et le problème de savoir si oui ou non l'Afrique va connaître ce qu'on appelle aujourd'hui la transition démographique. Je vais prendre un deuxième exemple, celui de la croissance africaine. Alors, sans trahir de secret, je dirais que cette image ne correspond pas à celle que j'avais préparée, car j'avais fait le programme PowerPoint et ici on est sur un autre logiciel. Donc quand on a testé le programme tout à l'heure, on s'est aperçu que l'illustration que j'avais faite pour la croissance africaine n'existait plus. Donc on a, avec le concours de Patrick, bricolé et réussi à repiquer une information pas très différente d'ailleurs de l'information que j'avais sur la croissance économique africaine et que je vais un tout petit peu développer. Si vous regardez les années, vous vous apercevez que, en ce qui concerne la croissance de l'Afrique subsaharienne, elle a été de 2,4 en 2015, de 1,4 en 2016, de 2,9 en 2017. Ces chiffres, théoriquement, traduisent l'augmentation du PIB, car les organismes internationaux, qu'il s'agisse du FMI, de la Banque mondiale ou autre, ne connaissent que le PIB. Or, il faut le savoir, et vous le savez d'ailleurs, qu'une grande partie de l'Afrique fonctionne non pas selon le mode de l'économie formelle, mais selon le mode de l'économie informelle, qui, dans certains pays, représente 30, 40, voire 50% du PIB. Donc, la première chose à dire, c'est que ces chiffres officiels montrent qu'effectivement, il y a une croissance de l'Afrique, mais c'est la croissance telle qu'elle est traduite par les institutions officielles et non pas la croissance réelle.
Deuxième point, et je vais m'intéresser aux deux colonnes qui, devant moi, se situent à droite ou à l'extrême droite. Les personnes à revenus intermédiaires, dont la plupart des organismes internationaux pensent que ces personnes sont en fait le levier, le levain du développement de l'Afrique. Eh bien, la croissance de ces personnes à revenus intermédiaires est relativement faible. Et elle est d'autant plus faible si on la compare à la croissance des personnes à très faible revenu, qui, elle, dépasse 5% par an. Autrement dit, on croit que l'Afrique a une croissance soutenue, mais si vous regardez dans les détails, on pourrait aussi bien soutenir que l'Afrique s'appauvrit, car le nombre de pauvres ne fait qu'augmenter et augmente plus vite que le nombre de gens riches ou que le nombre de gens ayant un revenu intermédiaire. Et ça va m'amener à faire un correctif à ce tableau que vous avez, car moi j'avais fait un tableau différent qui comparait la croissance de l'Afrique de l'Est, la croissance de l'Afrique de l'Ouest, la croissance de l'Afrique centrale et le cumul de ces différentes croissances. Et on s'aperçoit à ce moment-là que la croissance est extrêmement différente selon les pays et que, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, qui est en grande partie notre ancienne Afrique francophone, n'est pas tirée par les pays francophones, mais que le pays qui tire la croissance de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Et donc, en regardant ces chiffres globaux, on peut se tromper en se disant, bon, bah, l'Afrique se développe. C'est pas tout à fait vrai, on pourrait même dire que c'est assez faux, dans la mesure où la pauvreté se développe plus vite que la richesse, et que de ce côté-là, les pays africains, ceux que nous aidons, mais je reviendrai sur cette aide tout à l'heure, les pays africains, ceux que nous aidons, ne sont pas en tête véritablement des pays à forte croissance. Alors voilà ce que je voulais dire très vite concernant la croissance et les atouts. Je vais maintenant passer aux défis. J'ai essayé de faire tenir ça en une page, mais en fait, il faudrait multiplier le nombre de pages, car les défis auxquels est confrontée l'Afrique sont énormes. Le premier, c'est que le PIB, et ça n'étonnera personne, tout le monde le sait, est extrêmement mal réparti. Et que les écarts entre les plus riches et les plus pauvres n'ont fait qu'augmenter et continuent à augmenter. Et vous avez tous entendu parler de l'argent mal gagné, des investissements des chefs d'État à l'étranger. On pourra revenir là-dessus, mais je voudrais simplement indiquer que on limite en général la corruption aux chefs d'État, mais c'est complètement faux. Et la corruption, elle descend toutes les chaînes, car le chef d'État qui est élu fait profiter sa famille, ses proches, sa tribu, son ethnie, sa ville, et c'est pourquoi les conflits qui existent dans les élections africaines sont si forts, c'est que celui qui gagne, gagne tout, et que celui qui perd n'a plus rien. Les droits des minorités sont très peu reconnus en Afrique. Deuxième point, l'IDH. L'IDH, c'est l'indicateur de développement humain. C'est le critère sur lequel, notamment, l'UNESCO et le PNUD calculent
l'état de vie, l'état de santé, l'état d'éducation d'une population. Et cet IDH, il est catastrophique si on le compare à l'ensemble des autres pays du monde. L'Afrique, en moyenne bien entendu, a l'IDH le plus bas et elle n'est concurrencée là-dessus que par certains archipels du côté de la Polynésie. La croissance démographique, je vais revenir là-dessus, est exponentielle. L'Afrique est très dépendante des aides qui lui sont versées, je reviendrai là-dessus aussi. Cette Afrique est instable. Sur les 54 pays africains, vous en avez plus d'une trentaine qui aujourd'hui sont en but soit à des guérillas, à des révoltes, parfois à des guerres, parfois à des conflits ethniques. Donc, ce sont des pays où la sécurité n'est pas affirmée, et un des exemples caractéristiques, c'est que alors que les migrations africaines étaient autrefois essentiellement internes, c'est-à-dire qu'elles se produisaient à l'intérieur du continent africain. On quittait un pays africain pour aller dans un autre pays africain et peut-être revenir après dans le pays africain d'origine. Eh bien, la migration est de plus en plus externe et de moins en moins interne, ce qui explique aussi l'importance des vagues migratoires. L'Afrique est corrompue, je l'ai dit tout à l'heure, et l'Afrique, et ça c'est mal connu, et je crois qu'il faut bien, faut avoir vécu en Afrique, il faut vivre à côté des Africains qui sont en France. L'Afrique est en voie d'islamisation. Je ne dis pas que, comme certains, l'Afrique sera totalement musulmane en 2020 ou 2030 ou 2050, car il y a des pays où la présence chrétienne et la présence musulmane s'équilibrent, parfois même la présence chrétienne est plus forte, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que cette Afrique est notamment en voie d'islamisation à cause de l'importance que l'islam revêt chez les jeunes cadres africains, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à prendre le pouvoir de l'État. Alors je vais reprendre deux ou trois de ces éléments. Regardez par exemple la répartition du PIB. Si on regarde de près la répartition du PIB, on s'aperçoit que deux pays, l'Afrique du Sud et le Nigeria, tirent véritablement la croissance vers le haut, alors que d'autres pays, comme le Mali, vous avez la courbe verte en bas, sont véritablement des pays qui progressent très très peu. Donc vous avez dans ce continent des locomotives, et il se peut que l'Afrique du Sud, avec les dernières décisions qui sont prises, soit une locomotive en voie de ralentissement rapide. Le Nigeria est aussi une locomotive du continent, bien qu'il soit ravagé par des guerres, mais les investissements étrangers au Nigeria sont extrêmement importants. Je vais maintenant m'intéresser à la démographie, car là-dessus, on entend un petit peu tout et n'importe quoi, et notre travail à nous, c'est d'essayer de nous en tenir aux faits. Je voudrais d'abord dire que je ne partage pas grand-chose avec Hervé Lebras, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand Hervé Lebras dit qu'une prévision à 50 ans a 95% de chances d'être fausse, il n'a pas tort. Les prévisions qui sont faites sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans, ont presque toujours été démenties. Et pour ceux qui ont l'âge que j'ai, voire un peu moins, un peu plus, je ne sais pas, rappelez-vous quand même que l'exemple de Jean Raspail,
Jean Raspail est un très grand écrivain, personne ne le discute. Sa fresque sur le camp des Saints est un très grand roman, même si c'est entre la fiction et la réalité. Par contre, Jean Raspail est un piètre démographe. Et quand en 1985, dans un numéro du Figaro Magazine, qui montrait une Marianne voilée, il nous indiquait que la France serait musulmane en 2015, il s'est quand même trompé d'un certain nombre d'années. Donc ces prévisions à 50 ans, elles sont très hypothétiques et malheureusement, beaucoup de journaux reprennent sans donner à leur public les éléments de réflexion des projections qui tantôt sont archi-optimistes et tantôt complètement catastrophiques. Et je vais prendre un exemple précis, celui de la transition démographique. Vous le savez, la transition démographique, c'est ce mouvement qui consiste pour les femmes à faire moins d'enfants. D'abord parce que la mortalité a diminué, et deuxièmement parce que on commence à réfléchir sur le fait qu'il ne suffit pas de faire des enfants, à plus forte raison s'il y a beaucoup de femmes dans la famille, mais à voir si on va pouvoir tous les nourrir ou si on va les condamner à la pauvreté ou à la migration. Cette transition démographique, elle existe. Elle existe par exemple au Maghreb, où le nombre d'enfants par femme a diminué de façon drastique. Elle existe aussi en France, chez les jeunes maghrébines, qui font beaucoup moins d'enfants que leurs parents. Est-ce que cette transition démographique qui fonctionne au Maghreb va toucher l'Afrique subsaharienne? Eh bien, aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'en sait rien. Effectivement, on pourrait dire que dans certaines capitales africaines, le pourcentage d'enfants par femme a légèrement diminué. On pourrait dire aussi qu'en France, les femmes africaines sont dans une moyenne de 4,2, 4,3, 4,5 selon les statistiques, alors qu'elles étaient dans une moyenne de 5 ou de 6. Et encore, il faudrait faire une différence énorme entre les femmes mauritaniennes, les femmes maliennes et les femmes, par exemple, du Bénin ou de la République démocratique du Congo. Mais nous ne savons pas véritablement où en est et où en sera la transition démographique demain. Et je vais prendre un deuxième exemple pour montrer à quel point les prévisions mondiales sont fondées sur des hypothèses de travail bureaucratique et qui ne touchent pas vraiment la réalité des populations. Vous savez qu'il y a un mouvement initialisé par un certain nombre de partis d'ailleurs, qui prônent la remigration. La remigration, c'est-à-dire le renvoi volontaire ou forcé des gens qui sont venus. Alors, je crois avoir compris que c'est ça. Non. Voilà. Qui sont venus pour partir dans un autre pays. Il se peut qu'effectivement, si le développement fonctionne, un certain nombre de gens, et en Afrique, la notion de racine, elle est assez forte, et c'est aussi fort aussi pour être enterré dans son pays d'origine, il se peut qu'il y ait un mouvement de remigration. Il se peut aussi que l'Europe choisisse une politique migratoire différente de celle qui existe aujourd'hui et qu'un certain nombre d'Africains se disent est-ce que c'est vraiment en Europe aujourd'hui qu'il faut aller? Mais nous n'en savons rien. Et là-dessus, et je voudrais, ça provoquera je pense un débat, mais je voudrais
insister sur ce point. Il y a beaucoup plus d'incertitudes que de certitudes en ce qui concerne l'évolution de la démographie et notamment l'évolution de la démographie en Afrique. Vous voyez que les courbes internationales laissent entendre qu'en 2100, l'Afrique aura dépassé les 4 milliards d'habitants. C'est au mieux une hypothèse. Cette hypothèse, nous n'avons pas les moyens de la vérifier et je pense même qu'il est dangereux de balancer cette hypothèse à des gens qui ne sont pas automatiquement des démographes spécialisés parce que ça alimente des fantasmes, soit optimistes, soit au contraire catastrophistes. Essayons de nous en tenir à des prévisions sur 5 ans ou 10 ans, c'est déjà pas mal par rapport à des prévisions sur 50 ans ou 100 ans. Probablement un certain nombre d'entre vous ne seraient pas d'accord avec ce présupposé, mais je vous prie de croire que si je fais ce travail, et c'est un travail qui n'est pas facile, et c'est un travail qui est en général ostracisé par les uns et instrumentalisé par les autres, c'est justement pour essayer de donner à chacun des outils. Alors, je voudrais maintenant insister sur un troisième point, la dépendance. L'Afrique dépend énormément de gens qui ne vivent pas en Afrique. La première dépendance, c'est l'aide au développement. L'aide au développement, si vous faites le compte de toute cette dépendance, c'est plus d'un quart de la dépendance. Deuxième point, c'est les transferts de fonds. Les transferts de fonds des migrants qui sont arrivés dans un pays et qui transfèrent au pays d'origine. Et le troisième point, c'est les investissements directs étrangers. Et tout ceci représente, et volontairement j'ai mis une fourchette très large, entre 8 et 15% du PIB de l'Afrique en général. Pourquoi entre 8 et 15%? Parce que le PIB n'est pas le même si vous ne prenez que l'économie formelle ou si vous prenez l'économie formelle et l'économie informelle. Et maintenant, je vais revenir sur chacun des points. On a toujours cru que l'aide au développement allait freiner l'émigration. Et de ce point de vue-là, des discours qui sont très à gauche, des discours qui sont très au centre, ou des discours qui sont très à droite, disent un peu la même chose. Aidons les Africains chez eux. Eh bien, je vais soutenir le paradoxe que l'aide au développement, à laquelle je participe, à laquelle je travaille comme consultant international, aide à résoudre un certain nombre de questions économiques, mais qu'elle ne supprime pas la migration, bien au contraire, elle l'augmente. Et je vais me permettre de développer pendant 2 minutes ce paradoxe. Pour réussir sa migration, il faut 3 choses. Il faut avoir quelque chose à vendre, son intelligence et sa force de travail. Il faut avoir, donc ça c'est un capital en quelque sorte, manuel ou intellectuel. Il faut un capital financier. Il faut pouvoir payer son passage, il faut pouvoir vivre pendant un certain temps dans le pays d'accueil, il faut pouvoir commencer à rembourser ceux qui vous ont aidé à obtenir ce capital. Enfin, il faut un capital relationnel. Si vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez personne, il est quand même assez difficile d'avoir des papiers, du travail, un logement, des contacts, des réseaux. Qu'est-ce que fait l'aide au développement? Elle augmente le capital intellectuel et le capital technique. La France, par exemple, a énormément fait en ce qui concerne l'enseignement secondaire et une partie de l'enseignement supérieur. Nous avons formé un certain nombre de gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas de travail dans le pays où ils ont ces diplômes et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de quitter ce pays
pour valoriser leur diplôme ou leurs compétences techniques, et qui nous en veulent en plus de les avoir poussés dans une voie qu'ils estiment sans issue. Deuxième point, en aidant les pays, nous augmentons leur capital financier. Et donc, nous augmentons un capital qui est nécessaire pour migrer. Troisième point, en aidant ces pays, nous développons un système relationnel entre pays d'origine et pays d'accueil. Nous faisons travailler les diasporas et du coup, nous allons augmenter le capital relationnel. Et la preuve de ce que je dis, c'est que vous pouvez le regarder sur les statistiques, il n'y a pas de diminution de la pression migratoire, aussi bien sur le plan des migrations légales que sur le plan des migrations irrégulières. Je prends le deuxième point, les transferts de fonds. C'est un domaine que je connais assez bien parce que travaillant avec les diasporas en France et ayant été chargé à l'époque par le ministère des Affaires étrangères et européennes de faire un bilan, disons un audit des transferts de fonds, on a pu mettre en valeur à quoi servaient les transferts de fonds. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Les transferts de fonds, alors d'abord, ils servent à améliorer effectivement le quotidien des familles. Et maintenant, quels sont les investissements qui sont liés à ces transferts de fonds? Il y a deux investissements majeurs. L'école et la mosquée. Ce sont les deux investissements fondamentaux qui sont la conséquence des transferts de fonds. Et c'est vérifiable, et c'est encore plus vérifiable dans les petites villes ou dans les campagnes que dans les capitales. Et puis le troisième point, les transferts de fonds servent aussi effectivement à transformer des entreprises artisanales ou des artisans en entreprises. Par exemple, un blanchisseur va devenir une blanchisserie. Et enfin, le quatrième point des transferts de fonds, c'est que ces transferts de fonds permettent aussi des investissements immobiliers qui vont permettre à celui qui revient ou à sa famille de pouvoir être logé. C'est-à-dire que ces transferts de fonds, une toute petite partie seulement sert à des investissements productifs. Et je terminerai par les investissements directs étrangers. Ces investissements directs étrangers, ils se portent toujours vers les mêmes pays, c'est-à-dire des pays où les gens investissent parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir des retours, des dividendes, des retours sur investissement, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, un moment la Côte d'Ivoire, mais plus aujourd'hui, ont été des réceptacles d'investissements directs étrangers. Alors je voudrais terminer par les scénarios du futur proche et je vais prendre les scénarios tels qu'ils sont vus par les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un ouvrage qui s'appelle « Le projet futur africain » qui a été préfacé par Thabo Mbeki, qui était l'ancien président de l'Afrique du Sud. Et ce projet donne 4 hypothèses. Les lions plurioplégiques, les lions, traduction d'africain, les lions faméliques, les lions sortent de leur tanière, les lions marquent leur territoire. Les lions plurioplégiques, ça veut dire l'Afrique ne s'en sortira pas elle-même, parce qu'elle n'a pas les moyens de mettre en cause ses propres choix. Les lions faméliques, l'Afrique restera très pauvre. Les lions sortent de leur tanière, l'Afrique va avancer. Les lions marquent leur territoire, il va y avoir de véritables puissances continentales en Afrique. Les 3 autres hypothèses sont le développement solidaire,
j'ai indiqué tout à l'heure que c'est une hypothèse qui peut améliorer la situation économique de l'Afrique, mais qui ne freinera pas l'immigration. La troisième hypothèse, c'est celle que Stephen Smith appelle dans un ouvrage très récent, La ruée vers l'Europe. Et à titre anecdotique, je rappellerai, puisque je connais bien Stephen Smith, que Stephen Smith m'avait attaqué il y a une douzaine d'années quand j'avais insisté sur l'hypothèse quand même d'une migration de plus en plus importante, mais maintenant qu'il est au Canada et qu'il ne travaille plus pour le Monde des Libérations, il peut dire beaucoup plus librement un certain nombre de choses qu'il pense. Et la quatrième hypothèse, c'est cette notion de retour des investissements et cette notion d'inversion des flux, qui est quelque chose qui existe et qui est relativement neuf. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas seulement des migrations qui vont du sud vers le nord, mais qu'il commence à y avoir des migrations qui vont du nord vers le sud. Des migrations de retraités, des migrations fiscales, des migrations immobilières et parfois même des migrations scientifiques, c'est-à-dire que pour un certain nombre d'universitaires, par exemple, l'Afrique est un champ ouvert à toute une série d'explorations du côté de la pharmacopée, par exemple, ou du côté des problèmes de santé. Voilà ce que je voulais dire sur les scénarios du futur proche. Vous voyez que je n'ai pas voulu répondre à la question « l'Afrique sera demain ou ne sera pas demain l'avenir de l'Europe et le 21e siècle sera ou ne sera pas le siècle de l'Afrique ». Si nous faisons justement des ouvrages, des études et du travail, c'est parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué que des slogans tout faits et que nous croyons, et que je continue à croire, et peut-être ai-je tort, que c'est en mettant la population en face de ses choix, en leur donnant des éléments pour choisir en connaissance de cause, qu'on peut réfléchir à le futur des rapports entre la France et l'Europe. Et je vous remercie de votre attention.